Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 au programme 1. Pourquoi ça monte? 2. À quoi on peut s'attendre? 3. Ce que font les hedge funds et les institutionnels parce que eux généralement savent où ça va. On va essayer de les traquer comme d'habitude. Un petit backtest et on y va. Donc on va commencer par le Nasdaq qui inscrit un nouveau record. Vous rêvez pas, plus 0,95%. On n'a jamais été aussi haut, on n'a jamais clôturé aussi haut. Et donc voilà, c'est haussier point. Pourquoi ça monte? Alors on n'a pas inscrit de record sur le SP500. Mais c'est le cas sur le Nasdaq et la raison pour laquelle il y a un tel regain d'optimisme, c'est que tout va bien en fait. Tout va bien et même quand ça va mal, on regarde le côté positif des choses. L'économie va bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites déceptions au niveau de l'emploi, mais ça reste quand même solide. La croissance économique, il y a quelques petites déceptions, mais ça reste quand même solide. Je vous rappelle qu'on vient d'un environnement où on pensait que les mesures de Trump allaient provoquer une explosion du chômage et un effondrement de la croissance. Et c'est pas le cas. Donc l'économie va bien. Les publications d'entreprises à 80% sont au-dessus des prévisions. Et il y a des rumeurs, enfin non, c'est pas des rumeurs, on sait très bien que Donald Trump est en train de faire sa short list de ceux qui vont pouvoir remplacer Jérôme Powell. Il a d'ailleurs nommé un nouveau membre du board qui est plutôt favorable à ce qu'on baisse les taux d'intérêt. Bref, les taux se resserrent autour de Powell et il devrait être remplacé par quelqu'un qui devrait baisser les taux d'intérêt. Et le fait que la croissance économique justement soit pas aussi bonne que prévu, ça donne de la légitimité, des excuses à une baisse des taux pour soutenir l'économie pendant que on peut encore le faire avant qu'elle s'effondre. Bref. Tout semble effectivement s'articuler pour que les cours aillent plus haut et donc ça monte tout simplement. Et je commence par le Nasdaq encore aujourd'hui parce que c'est ça que j'ai testé. Vous remarquerez que je vous avais sorti une statistique avec un backtest sur le 3-line break. C'était pas plus tard que vendredi. J'avais expliqué qu'on avait 94% de chance pour que le prochain bloc soit vert. Voilà, il est vert quoi. Donc c'est pas exceptionnel que ça monte. Et le backtest du jour va porter sur la cassure du SAR. Remarquez que le SAR a été cassé. Alors c'était pas cette séance mais la séance d'avant. Mais bon, ça nous donne quand même une idée de ce qu'on pourrait avoir. Donc le SAR, c'est les petits points rouges ici. Et lorsqu'ils sont culbutés par les prix, ils deviennent verts. Donc quand c'est cassé à la baisse, les petits points verts deviennent rouges. Et quand c'est cassé à la hausse, les petits points rouges deviennent verts. Ok? Et j'ai mis un filtre. J'ai mis le filtre de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire que je n'ai regardé que ce qui se passait lorsque le SAR était cassé à la hausse, mais qu'on était au-dessus de la tendance de long terme, qui est la moyenne mobile à 200 jours. Et j'ai regardé si on pouvait espérer continuer de monter. Alors, le premier exemple, c'est ici. Vous voyez, les petits points ils étaient rouges, les cours ont bousculé les petits points rouges qui sont devenus verts. Et à partir de là, j'ai regardé s'il était plausible que l'on aille chercher une et deux fois la distance au stop de protection positionné sous les plus bas du cycle baissier du SAR. Le cycle baissier du SAR, c'est ça. Le plus bas, il est là, 2,97. On voit qu'au mieux, on a fait 6, 3. Donc c'est bien, on a fait une fois et deux fois la distance au stop de protection. Là, pareil, vous voyez. On aurait acheté en clôture de la bougie qui a cassé le SAR. Donc ici, stop de protection en dessous à 2,53 et au mieux on a fait 10, un truc comme ça. Donc on a bien fait une fois et deux fois la distance au stop de protection. Bon bref, du classique. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200. Là, vous avez une très mauvaise série. Ok, j'ai fait les choses 35 fois. Ok. Et au bout de 35 fois, voilà le résultat. Donc là, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200. Là, j'en tiens compte. Et je disais donc au bout de 35 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite à la cassure du SAR qui a eu lieu sur la séance de jeudi, on fasse une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 3,06 vers le haut? Ça nous amènerait à peu près à 24 000 et quelques. Eh bien la réponse est oui, ça a fonctionné comme ça dans 23 cas et ça a échoué dans 14 cas, autrement dit ça a fonctionné dans 62% des cas. Si vous préférez, si on avait parié, misé, risqué 100 € par trade, on aurait gagné
Sur les 35 dernières occurrences, 23 fois 100, 2300, on aurait perdu 14 fois 100, 1400, 23 moins 14, ça fait qu'on aurait gagné 700. Okay. Est-ce qu'on peut viser, donc il est plausible que ça continue de monter statistiquement, autrement dit, hein, et plutôt envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection, donc 3,06 fois 2, ça fait 6,12. Alors, c'est pas plausible, mais c'est beaucoup plus rentable parce que ça a fonctionné 16 fois sur 35. Pardon, j'ai dit 35, mais je pensais 37. Okay. Ça a fonctionné 16 fois sur 37, ça a échoué 21 sur 37, donc le taux de succès n'est plus que de 43%. Mais on aurait gagné 2 fois plus qu'on aurait perdu, puisqu'on vise 2 fois la distance au stop de protection. Donc on aurait gagné 16 fois 200, 3200, et on aurait perdu 21 fois 100, 2100, 3200 moins 2100, ça fait plus 1100. Okay, sur les 37 dernières occurrences. Donc c'est pas plausible que l'on fasse 2 fois la distance au stop de protection, mais c'est bien ça qui est rentable. Ou encore, si vous préférez, en termes d'analyse technique, il est plausible que l'on monte, mais pas trop haut, que l'on redescende après pour déclencher. Mais bon, encore une fois, ce sont que des statistiques, hein. Mais voilà ce qui est plausible qui se passe. Ce qui nous amène donc au trade. La structure elle est haussière, vous l'aurez compris. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter maintenant, en utilisant notamment le setup là, que je vous ai expliqué. Vous pouvez également attendre un éventuel retour, acheter stop de protection dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un problème quand même là, hein, parce qu'on est sur des records, etc. À titre personnel, la baisse, je la jouerais éventuellement si on cassait la structure haussière, je mettrai un stop de protection dessus. Attention, n'oubliez pas, demain, on me demande toujours, parce qu'il y a des nouveaux trados, comment on fait pour mettre des stops de protection, etc. J'explique tout de A à Z dans le format préparation de la semaine de trading, avec des matrices de trading pour les indices, pour l'or, pour le pétrole, pour l'euro-dollar, pour le bitcoin, etc. C'est le format préparation de la semaine de trading, c'est le lundi, c'est demain. Pensez à regarder si vous n'avez pas à mettre un stop de protection. On va regarder maintenant le SP500 qui n'inscrit pas de record, mais bon, c'est plus très loin, hein. On n'a pas cassé le SAR, par contre, là, j'en ai pas besoin. La structure est toujours haussière, il n'y a rien de neuf, hein. Ça rebondit lourdement. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter, stop de protection en dessous de la structure, ou alors vous attendez que ça revienne ici, vous achetez, stop de protection, on l'a dit, sous la structure, ou vous attendez votre setup préféré. Il y a toujours des setups qui apparaissent, hein. J'en ai vu tellement avec vous que vous les connaissez maintenant. Il y a probablement quelque chose qui s'est produit au niveau des chandeliers japonais, etc. Si vous voulez spéculer, on m'a demandé où on était l'Ishimoku. Il y a rien. Quand je vous parle pas d'un truc, c'est parce qu'il y a rien en fait, hein. C'est toujours haussier, le nuage il est ascendant. Bref, je parle de l'Ishimoku. Généralement quand il y a un twist, quand il y a quelque chose de neuf. Ok. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'ai envie de dire c'est pareil. Attendez que ça casse. Ok. Et vous attendez que ça revienne, stop de protection dessus. Ok. Et on va enchaîner avec le CAC 40. Et le CAC 40, pareil, c'est pas aussi dynamique, hein. On a du mal à établir des records, loin s'en faut, hein. Il faudrait monter beaucoup plus. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire maintenant en disant, ok, moi je parie que l'on comblera pas, il reste un petit gap résiduel ici, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Vous pouvez spéculer à la baisse, mettre un stop de protection en cas de comblement total du gap, ou alors en cas de clôture au-dessus du gap. Ou alors vous attendez que l'on casse la zone, hein, qu'on bascule en tendance baissière, et là vous pourrez spéculer à la baisse avec un stop de protection dessus. Si vous êtes acheteur, je dirais que vous pouvez le faire maintenant. Vous dites ok, ça a bien tenu les 76,00, 75,00, j'achète, stop de protection dessus, et je parie sur le fait qu'on va retourner faire sur les plus hauts. C'est possible. Ok. Et on va terminer donc avec le Commitment of Traders qui est très important parce que je vous rappelle, et on l'a vu encore la semaine dernière, hein, contre toute attente, les hedge funds et les gestionnaires de fonds avaient beaucoup acheté. On va voir ce qu'il en est maintenant. Et on va donc passer au Commitment of Traders. Avant ça, je vous rappelle que vous avez plein d'autres vidéos qui vous attendent sur les ETF, sur le gold, sur le silver et demain la préparation de la semaine de trading. Le SP500 évolue d'une manière assez contrastée. Alors, les gestionnaires de fonds ont clairement l'intention ici de se couvrir avec une stabilité des contrats longs à 8752 contrats en moins.
Bon, ça correspond à 1% de contrats longs en moins. C'est pas très significatif. Par contre, ils ont augmenté leur contrat short de 15 425 contrats. Autrement dit, je le répète, une certaine volonté de se couvrir contre ce qui pourrait arriver. Par contre, les hedge funds, eux, ont maintenu leur exposition globale équivalente en réduisant leur long et leur short de 8%. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que si on considère que les gestionnaires de fonds ont une vue de long terme, eh bien, ils commencent à se couvrir un petit peu parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une correction, à mon avis, au cas où il y aurait une correction. Alors que les hedge funds qui sont beaucoup plus court terme que les gestionnaires de fonds, eux, n'ont pas véritablement de conviction par rapport à ce qui se passe. Et si on regarde ce qui se passe au niveau du Nasdaq, c'est un peu différent quand même. Les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position longue de 4% et maintenu leur position short équivalente. Autrement dit, ils sont beaucoup plus intéressés par la prise de risque sur le Nasdaq qu'ils le sont sur le SP500. Par contre, les hedge funds ont réduit leur position longue et leur position courte de 4698 contrats pour les positions longues et de 8055 pour les positions short. Mais on voit que structurellement, puisqu'ils ont réduit plus en pourcentage les shorts que les longs, donc ils augmentent quelque part leur exposition longue, tout comme les asset managers, comme tous les gestionnaires de fonds. Voilà, excellente journée, à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.